Et les amis, et voilà la victoire marseillaise pour cette deuxième rencontre. Vous avez vu dans le titre, 3-0 pour l'OM face à Toulon. On va en reparler assez rapidement. On va parler des joueurs qui ont plutôt plu dans cette rencontre-là. Bien sûr, il y aura du mercato comme d'habitude, les amis. On y va tout de suite. On va y aller sur l'introduction. Avant cela, il y a la petite alerte qui continue avec JPP juste à côté. Il est toujours là, toujours présent. Les amis, on y va tout de suite. Alors, grosse surprise pour un gardien surprise. Je ne sais pas si vous avez entendu pendant mon live d'hier. Si vous n'étiez pas là, eh ben vous allez être au courant maintenant. On y va tout de suite. Un gardien qu'on ne s'attendait pas. On y va? Let's go. Cacao. Allez, let's go. Et voilà, 3-0, l'affiche que vous voyez là avec 3 buts marqués par Kondogbia. Alors, certains disent que c'est un contre son camp, mais c'est bien un but de Kondogbia. C'est un cafouillage dans la surface. Il y a un ballon qui est repris de la tête par Brassier au second poteau avec un beau centre d'Ounahi. Il le tire un petit peu bizarrement de la tête. Ça va sur Balerdi qui va tirer du pied sur un défenseur qui lui-même dégage sur la tête de Kondogbia et qui marque le but. Donc, c'est un but du coup du billard, comme on dit, ou du coup du flipper. Je ne sais pas si c'est dans quel sens, mais en tout cas, c'est un but pas de raccro, mais c'est pas joli. C'est pas grave, c'est un but, ça permet de donner confiance. Et derrière, à la 59e minute, un penalty d'Amin Harit avec un joueur qui a amené ce penalty. On va en parler un petit peu. Pour le troisième but, un superbe but magnifique de Petit Abdallah qu'on avait vu sur la première mi-temps face à Nîmes, qui a été très bon. Et bien là, il a été encore bon puisqu'il marque un superbe but, les amis, le jeune Kylian Abdallah. Et on enchaîne avec quelques images, des vidéos et le but de penalty que vous voyez là, bam, ça c'est le deuxième but. Je ne vous montre pas le premier parce qu'il n'est pas joli et je ne l'ai pas cherché finalement. Voilà le premier but de Amin Harit pour cette saison. Il s'arrête dans sa course, petit plat du pied au milieu du terrain, au milieu du but, pardon. Et pour vous montrer qui a obtenu ce penalty, c'est lui. C'est grâce à Sternal qui rentre en deuxième mi-temps et qui a fait de bels appels, des bons déplacements. Grâce à ses gestes techniques, ses déplacements, son centre de gravité très bas, il fait des différences. Il arrive à frapper au but tout le temps cadré pratiquement. Il a frappé 3-4 fois au but cadré. D'ailleurs, les autres, en première mi-temps, ils n'ont cadré que 3 fois. Et en deuxième mi-temps, ils ont cadré 7 fois. Donc, grâce à un Sternal qui a fait franchement une belle prestation. Alors, certes, les amis, à prendre avec des pincettes. En face, ce n'est que Toulon, National 2. Mais lui, c'est pas un professionnel. Il a fait une meilleure prestation, on a eu un meilleur aperçu d'un joueur pro par rapport à Mumbagna qui a été plutôt en deçà de tout. Il y a beaucoup qui l'ont critiqué sur les réseaux sociaux. Moi, je serai là à attendre pour tous les joueurs. Je ne vais pas critiquer l'un et l'autre. Je vais juste donner ceux qui ont été blonds et quelques petites détails sur certaines participations, de certains joueurs. Pardon, excusez-moi. Alors, je continue. Enzo Sternal a montré de belles choses. Ça, c'était pour le premier match. Et sur le deuxième match, il a montré de belles choses. Posté en pointe, c'était la même chose. Il s'est montré très mobile. Pareil, a su se montrer, se procurer des occasions, 2-3 situations. Ça, c'était sur le match contre Nîmes. Contre Toulon, c'était pareil. Dont une où sa frappe a été repoussée contre Nîmes. Là, il y en a eu plusieurs. Ça a été encore plus dangereux. Et même en fin de match, il aurait pu marquer sur un coup franc de 25 mètres. C'est intéressant. Donc, on a un joueur de cette qualité qui pourrait, pourquoi pas, être le remplaçant, la rotation d'un joueur qui arrivera normalement dans le futur. Allez, on enchaîne avec d'autres joueurs et un autre but. Regardez-moi ce but magnifique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez bien, voilà, dans le cas décalage. Regardez, le ballon, il va aller de l'autre côté. Et je ne sais pas si je peux l'agrandir. Hop, on va l'agrandir. Voilà la frappe, boum, pleine lucarne. Pleine lucarne, on va le revoir là. Boum, à l'entrée de la surface. Le but de Kylian Abdallah. Magnifique but, qui fait une magnifique prestation sur la deuxième mi-temps. Le petit jeune, le petit neveu de Taofeeq Malida. Bravo à lui, bravo à Selami, bravo à tous les jeunes qui ont fait une belle prestation deuxième mi-temps. Ils m'ont presque plus plu, point de vue offensif, que l'effectif pro juste avant. Mais dans la construction de jeu, on a vu de meilleures choses avec les pros. Voilà, on voit de meilleures choses. Le pressing, on commence à vraiment s'implanter sur sur la première partie de la deuxième partie, les amis. Mais sur point de vue efficacité, on n'y arrive pas. Voilà, on n'y arrive pas. Il y a des joueurs qui n'y arrivent pas, comme Enrique, Mumbagna. Mais comme je vous l'ai dit, préparation. On va attendre un petit peu avant de critiquer, les amis. Et on continue sur la prestation de certains joueurs avec Simon Ngampin Toitenbu, pardon, excusez-moi. Regardez le penalty qui va arrêter. Regardez, il est face au buteur toulonnais. Un penalty concédé par Alexis Koum, je crois de son prénom, le latéral gauche qui est entré en deuxième mi-temps, qui a fait une belle prestation offensive, mais malheureusement, il fait une erreur. Il fait un tacle dans la surface.
le penalty. Et regardez l'arrêt de Simon qui a joué la deuxième mi-temps. Les premières minutes de Simon. Tchac, tchac, tchac. Il s'élance. Petite frappe côté gauche. Et la parade de Simon. Bravo à Simon, les amis. Concernant d'autres joueurs, on a eu bien sûr les débuts de Mason Greenwood. Alors, je vous ai donné mon avis sur Mason Greenwood. Mason Greenwood, première intéressante. Pas le plus sollicité, mais juste dans ses décisions et ses gestes. Remise et centre précis pour Mason Greenwood. Voilà, donc il a été assez simple dans ses gestes. Il n'a pas pris énormément de risques. Parfois, il a accéléré. Ça fait la différence. Il a même tenté sa chance par 2 fois, comme je l'ai marqué là. 2 frappes, une cadrée écrasée, qui arrivait dans les bras du gardien, et une deuxième qui paraissait cadrée, mais elle a été déviée et ça donnait un corner. Et il a eu quelques accélérations, comme je vous l'ai dit, il a fait la différence à chaque accélération, 3-4 fois, et même en fin de première mi-temps, comme vous voyez là, une qui aurait pu donner un penalty logiquement, avec Aminarit qui est dans la surface, il lui a délivré un superbe ballon, mais derrière ça donnait un coup franc, puisqu'il y a eu faute aussi sur Mason Greenwood. Voilà, il a fait la différence, certes, en face c'est une Nationale 2, mais quand même, on voit qu'il a quand même une différence entre un Greenwood d'un côté et de l'autre, le pendant avec Enrique. Lui, balle au pied, on le voit que c'est assez élégant. À chaque fois qu'il a le ballon, il fait les gestes justes, comme je vous l'ai dit. Il n'a pas pris trop de risques, il a perdu pratiquement aucun ballon, si je ne me trompe pas. Certes, il n'a pas eu énormément. Il est un petit peu cantonné sur le côté droit et repique un petit peu dans l'axe, un petit peu à la Thauvin, comme on s'en souvient, et il tente sa chance avec son pied gauche. Il est ambidex, hein. Attention, il peut frapper aussi pied droit. Et il a tenté aussi une fois une accélération sur le côté droit en début de match, où il centre au premier poteau, avec Moumbagna qui était un peu en retard, mais un centre qui était parfait. Voilà, donc il a fait de belles choses. Voilà, c'est peut-être pas exceptionnel, parce qu'on ne l'a pas énormément vu, mais pour le peu qu'il a fait, ça a été parfait. Voilà, ça a été parfait, hein. Donc je dirais bonne prestation pour la première prestation de Greenwood. Et on est plutôt hypé, voilà, pour voir un petit peu le reste. Comment ça va être avec une préparation physique, une préparation tactique qui sera au point. N'oublions pas, il vient d'arriver il n'y a qu'une semaine. Donc ça serait bien de voir après à l'avenir comment ça va donner avec d'autres joueurs autour de lui. Les meilleurs, hein, parce que les attaquants qu'on a là actuellement, Faris, attention. Alors un autre joueur qui plaît actuellement, c'est lui. C'est Quentin Merlin. Donc il a un système particulier avec De Zerbi, c'est qu'il rentre dans le cœur du jeu, comme on avait vu sur la première partie de la première vidéo, j'allais dire, non, la première rencontre, c'est moi contre Nîmes. Cette fois, contre Toulon, ça a été un peu la même chose. Et dès début du match, Et je vous pose la question, son rôle hybride va-t-il lui convenir face à une adversité plus coriace ? Parce que face à des autres équipes, parce que là c'était une Nationale 2, je répète, face à une équipe de Ligue 1, est-ce qu'il arrivera à être bon à ce niveau-là, donc dans ce rôle-là hybride? On va attendre de voir. Pour l'instant, c'était match de prépa et je vous illustre 2-3 choses. Alors, hop, dès le début du coup d'envoi, Quentin va s'incruster dans le milieu de terrain devant la défense pour apporter le surnombre. On voit la photo, vous voyez, il y a une flèche. Merlin déjà en position devant la défense. Les 3 défenseurs en position basse avec Merlin ici, Kondogbia ici, Unai qui monte d'un cran, Aminarit, Moumbagna il est au milieu, il va aller dans l'axe de l'attaque. À gauche, on a Enrique et en bas, c'est Mason Greenwood. C'était au coup d'envoi, hein. Vous voyez que Mason Greenwood est sur la ligne médiane, c'est parce que c'est le coup d'envoi. Voilà, on se place à 3 derrière quand on a le ballon, la possession de balle. Et derrière, quand on perd le ballon, on se repositionne en 4 derrière. On se refait en 4-4-2 ou en 4-2-3-1 selon comment on peut le voir. Derrière, Quentin Merlin, qu'est-ce qu'il apporte dans ce système-là? Je vous le montre par un petit graphique. Bon, petite image plutôt. Merlin perce une ligne. Vous voyez que là, Merlin, il a le ballon avec la flèche qui est au bout. Perce une ligne par la course et lance Enrique en profondeur. Alors il est parti de derrière, hein. Je ne peux pas faire une image, une autre image pour vous montrer comment ça bouge. J'aurais pu faire une vidéo, mais je préfère vous montrer en image pour vous expliquer un peu plus précisément. Donc vous voyez qu'il perce, un joueur il a dépassé, 2 joueurs il a dépassé, et il va allonger une passe, pas en l'air mais à terre, pour Enrique qui est juste là, qui va prendre de vitesse la défense. Derrière Enrique va malheureusement centrer en retrait, et malheureusement il centre mal. Voilà, Enrique, 2-3 fois, il arrive en une position de centre. C'est soit devant Moumbagna trop loin, soit derrière dans le dos de Moumbagna, parce que c'était Moumbagna qui était dans la surface. Voilà, malheureusement pour Enrique qui a choisi les mauvais choix, qui a pris les mauvais choix. L'apport de ce surnombre n'est pas négligeable et permet au milieu de profiter de la qualité de passe de Quentin Merlin à la création, mais aussi, comme ici, Merlin est en pleine percée, il arrive grâce à sa conduite de balle à faire la différence et lancer Luis Enrique en profondeur comme je vous l'ai expliqué. Voilà ce que ça apporte, ce petit précepte, ce petit concept de rôle hybride pour Quentin Merlin avec l'idée de De Zerbi de le mettre dans ce rôle-là. Voilà les amis, est-ce que ça vous a plu ce petit trade très rapide? Maintenant on va passer sur le mercato. Voilà, je voulais pas trop en parler du match. On en parlera plus conséquemment avec les matchs qui arriveront
officiel. Il y aura le troisième match, je vais en parler un petit peu de ce domaine-là pendant 5 minutes. Et après, on parlera du mercato. Et après, quand ça sera les matchs officiels, on parlera bien des matchs officiels, les amis. Allez, on enchaîne avec le mercato pour faire un point. Alors, sous l'ère Longoria, vous pouvez voir que la durée moyenne d'un joueur recruté par Pablo Longoria à l'OM est de 14,5 mois. À peine un an, finalement. La durée d'un joueur à l'OM sous Longoria. Le renouvellement de l'effectif attendu de cet été sera encore plus important que les précédents d'été. Voici la liste établie par la Provence de tous les joueurs qui sont passés sous l'ère Longoria. Vous avez des joueurs qui ont terminé au bout de 6 mois, qui ont été transférés comme Encham, plus haut club, Bakambu, il est resté 6 mois, Lodi, il est resté 6 mois, Suarez, il est resté 6 mois, Touré, il est resté 6 mois, Malinowski, il est resté 6 mois, et Onana, il est resté 6 mois. Les séries en cours qui sont là depuis 6 mois, il y a Merlin, pour l'instant il n'est pas parti, Moumania il ne va pas partir normalement. Garcia, c'est une série en cours et il devrait partir puisqu'il est indésirable. Les 1 an, on a Luan Pérez, Saliba, Sanchez, Bailly, Tavares, Caboret, Vitinha, Ndiaye, Aubameyang, Correa, De La Fuente. Pour ceux qui sont en série en cours, il y a Meite qui est resté 1 an et qui est encore là, Murillo qui est encore là, c'est entre deux, Kondogbia, il va partir logiquement, et en cours aussi, Ismail Assar, indésirable. N'oublions pas que Kondogbia est aussi indésirable, pardon. Ils l'ont pas mis, mais pour moi, il fait partie des indésirables. Certes, il joue actuellement, c'est parce qu'on n'a pas vraiment le choix, parce qu'il nous manque des milieux. Plus au club, 1 an et demi. Donc, on a Milik, Gerson, Kolasinac. La série en cours, on a Lirola et Unai qui sont toujours là depuis 1 an et demi, selon la Provence. Du côté des 2 années, nous avons eu Under qui est resté 2 ans, Guendouzi qui est resté 2 ans, Dieng qui est resté 2 ans, série en cours, Blanco. Ça fait 2 ans qu'il est là et pour l'instant, il est censé rester. Série en cours indésirable, Gigot, Verretou, Klos et Mbemba. Les 3 ans, nous avons Balerdi et Harit qui sont là et qui devraient rester là. C'est ceux qui plaisent en plus au coach et à la direction. Et du côté de la série en cours, nous avons indésirable Lopez. Durée médiane d'un joueur recruté depuis janvier 2021, 1 an, voilà 14 mois,5. Durée moyenne d'un joueur recruté depuis janvier 2021, 14,5 mois, sans compter les prêts dans d'autres clubs dans la durée de contrat comme Touré, Lirola, De La Fuente, Malinowski, Vitinha. La première saison de Balerdi recruté en prêt avant l'arrivée de Longoria n'est pas prise en compte. Voilà le bilan un petit peu des recrutements sous l'ère Longoria, la durée de temps qui sont restés à l'OM. Allez, j'enchaîne maintenant avec autre chose qui concerne encore l'ère Longoria. Dans ce 11 de la saison dernière, seuls Balerdi, Merlin et Harit devraient rester à l'OM pour cette saison. Vous avez le 11 de l'année dernière, c'était en match de Coupe d'Europe si je ne me trompe pas. On ne voit pas le logo mais je ne sais pas, en tout cas c'est peut-être ça. Un gardien au moins, là c'est les recrutements possibles. Un gardien, au moins un latéral, 2 milieux centraux, 2 ailiers et un avant-centre sont pistés actuellement. Du côté de la Provence, c'est eux qui nous relayent ça. Voilà un petit peu les pistes actuelles. Peut-être qu'il y en aura d'autres avec les départs qui se multiplieront à l'avenir. Allez, maintenant partons sur le mercato les amis. Avec Konrad de la Fuente, donc on va lui souhaiter bonne chance pour la suite. N'hésitez pas à le faire. On l'a fait pendant le live. N'hésitez pas à lui souhaiter bonne chance. Donc Konrad, si tu regardes ma vidéo, mets-moi un petit like, abonne-toi, partage et mets-moi un commentaire. Dis-moi, même en anglais, il n'y a pas de souci. Voilà, je te répondrai. Bonne chance à toi Konrad de la Fuente. L'ailier américain est transféré au FC Lausanne Sport, la Galaxy Ineos. Donc il sera sûrement peut-être un joueur de Nice à l'avenir. Peut-être, pas sûr. On continue. Alors, le gardien, on va partir sur le dossier du gardien et on va aller voir qui est ce gardien surprise que je vous ai dit en titre et même en miniature. Philippe Jorgensen a déjà dit oui à Chelsea la semaine dernière. Il veut partir à Villarreal, négociation entre les deux clubs. Voilà, donc on va dire next pour ce dossier. Jorgensen ne viendra pas à l'OM, logiquement. Il ira du côté de Chelsea. C'est encore continué cette affaire-là, mais je ne vais pas vous relayer toutes les informations. Voilà, on va dire qu'il est à Chelsea. Next pour Jorgensen. Next Valles. Next Meslier. Next, malheureusement, Samba, je pense que ça va être nexté aussi. Et là, on part sur un autre gardien. Alors, on parlait d'un gardien jeune. On parlait d'un gardien à modeler. Pourquoi pas? Que voulait avoir Roberto De Zerbi sous ses ordres. C'était très important qu'il soit modelable. Donc pourquoi pas un jeune? C'est ce qu'on pensait. Mais là, c'est pas un jeune. C'est pas un jeune, c'est une surprise. C'est pour ça que je vous ai dit surprise. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise surprise. Moi, je ne connaissais pas. Voilà, c'est un nom bizarre. Vous allez voir, bam, c'est Timon Wellen Reuters. Donc Reuters, il n'y a pas de S, mais Reuters, c'est un Allemand. Et
Et c'est la priorité, selon Fabrizio Romano et Matteo Moretto, de l'OM au poste de gardien de but. L'OM réfléchit à plusieurs candidats pour le nouveau gardien, mais Wellenreuther figure en tête de liste, donc c'est la priorité plus ou moins de ce qu'on peut penser. L'OM a pris contact pour explorer le transfert. Donc on a déjà pris contact avec sûrement le club donc de Feyenoord. Il appartient à Feyenoord. Certes, il a été prêté par le passé. Alors je ne sais pas s'il était encore à Feyenoord. Il a eu aussi des temps durs. On va aller voir un petit peu dans sa carrière parce que finalement, c'est pas un joueur qui est tant titulaire que ça. Il a eu des difficultés dans sa carrière. Quand il était jeune, on le voyait fort comme un Neuer. Voilà, on l'appelait le nouveau Neuer ou des choses comme ça. Mais il a fait une carrière un petit peu très très irrégulière. Il a l'air d'avoir la qualité de ce que j'ai vu en vidéo. Je ne vais pas vous les montrer. Mais moi, j'ai un petit doute sur ce dossier-là. Il a 28 ans. Je vais vous montrer sa fiche. Avant d'aller voir sa fiche, je vous montre juste une ou deux vidéos. Regardez, hop, vite fait. Vous allez voir quelques arrêts. Hop, regardez bien. Là, la tête, hop, la frappe. Il a des arrêts un petit peu à la Neuer. Vous voyez, vraiment solide. Les arrêts un petit peu de handballeur avec les jambes écartées. On va voir encore un autre peut-être. Peut-être une envolée, je ne sais pas. Voilà, donc il recule, il va peut-être avancer. Arrêt à la jambe, encore, comme à la Neuer. Voilà, on ne va pas le comparer à Neuer. Hein. C'est parce que c'est un Allemand, c'est surtout pour ça que je dis ça. Et surtout qu'on l'avait comparé à Neuer à l'époque. Voilà, donc là, on va revoir encore un arrêt. Après, je passe à la fiche Transfermarkt, les amis. Voilà, arrêt à la Neuer, tout à fait. On enchaîne avec quoi? On enchaîne avec ceci. Sa fiche Transfermarkt. Donc comme vous pouvez le voir, Timo Wellenreuther qui a 28 ans, il est allemand, il est né à Karlsruhe, 1m88, c'est 1 cm de moins que Paul Lopez. C'est pas un très grand gardien, c'est un gardien qui est dans la norme, on va dire, quand ça rapproche les 1m90. Allemagne U21, 10 sélections, pas de sélection avec l'Allemagne, la Mannschaft, la vraie. 2027, son contrat du côté de Feyenoord, valeur Transfermarkt, 7 millions. Alors moi, ce qui me surprend, déjà, c'est l'âge. Je m'attendais à un jeune, voilà, entre 20 et 25, 26 ans. 28 ans, je vais vous dire, c'est pas vieux en gardien. Hein. Il est peut-être encore mot de l'âme, mais j'ai un petit doute sur ça. Le côté qu'on avait dit du côté de l'équipe, ou je ne sais pas c'est quel média qui nous avait relayé ça. En tout cas, je continue sur sa fiche. Bon, c'est très bien que c'est un gardien. Il a joué la saison dernière 26 matchs à peine, en comptant le championnat, la Régionala Ouest, je ne sais pas ce que c'est. Non, ça c'est 2014-2015, pardon. On regarde une autre saison, pardon, je reviens sur 2023-2024. Hop, c'était la saison 2014-2015. La saison 2023-24, c'est 26 matchs. Il a joué l'Eredivisie 19 matchs, c'est pas beaucoup. 9 matchs en Toto, Caneve, Boker, je ne sais même pas ce que c'est. UEFA Champions League, 2 matchs et Europa League, 2 matchs. Vous voyez, il n'a pas fait énormément de matchs. C'est un gardien qui a remplacé souvent le gardien titulaire qui s'appelle, on va voir son nom juste après, mais c'est pas vraiment le gardien titulaire de base de Feyenoord. Donc on prend le gardien remplaçant. Certes, il a fait de bonnes prestations. On va voir un petit peu le descriptif d'un compte qui nous parle de lui, mais c'est pas vraiment le gardien titulaire de Feyenoord. Voilà, c'est pas comme si on prenait un crack. Il a 28 ans. Donc je ne sais pas, à moins qu'on se trompe sur ce gardien et que tous les grands clubs se sont trompés sur lui. Mais j'ai un doute sur ça. Je vais regarder ses anciennes saisons. Regardez, 2023-2024, donc 26 matchs. C'est pas une saison pleine pour moi. 2022-2023, je regarde, 14 matchs. C'est remplaçant pour moi. Là, c'est très remplaçant. Je regarde encore la saison d'avant. Par contre, là, il a fait une saison pleine. Il était prêté du côté de Willem, si je ne me trompe pas. Ou alors, il appartenait à Willem à l'époque. Voilà, donc il a fait 32 matchs. On descend un petit peu. Peut-être encore une saison pleine. Voilà, il a fait quelques saisons pleines. 27, c'est pas non plus très, très pleine à mon goût. Je regarde encore une fois. Voilà, il a même pas 200 matchs en pro, hein, le mec, hein, je crois, hein, si j'ai bien compté. 28 matchs. Vous voyez ce que je veux dire? Et derrière, 2018-2019, attention, ça va rebaisser, il me semble. Non, 33 matchs, ça remonte un petit peu. C'est la saison d'après que ça redescend. Alors qu'il a 28 ans. Hein. C'est pas comme s'il avait 20 ans ou 22 ans. 17 matchs, vous voyez ce que je veux dire? Et derrière, on descend encore. Et on va même dans les Liga B, Liga... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un crack qu'on prend. Voilà, je peux me tromper, les amis. Et on va voir justement un descriptif d'un compte foot néerlandais. Pardon. D'après les dernières infos de Fabrizio Romano, Feyenoord pourrait perdre son deuxième gardien en la personne de Timo Wellenreuther, 28 ans. Approché et en tête de liste pour l'Olympique de Marseille. Ce serait un vrai coup dur pour De Stadion Club, le club de Feyenoord, au vu des récurrentes blessures de Biljo. Voilà, c'était le nom, Biljo, qui est le gardien titulaire de Feyenoord, mais il est souvent blessé, il a des blessures récurrentes, et c'est ce gardien-là qui le replace, et il a remplacé très bien, à ce qui paraît. Et des très bonnes performances du portier allemand quand il est titulaire. Voilà, quand il a remplacé, il a été très bon. Voilà, donc on peut dire que c'était peut-être un très bon gardien, peut-être à en devenir à 28 ans. Je sais pas. On descend un petit peu pour voir un petit peu plus de précision. Et c'est là qu'il nous précise un petit peu des choses. On pose ça là. Alors, gardien qui est bien plus qu'une doublure et qui pourrait être titulaire sans problème. Si Bijlo n'était pas là.
très bon sur sa ligne et il a gommé ses soucis de régularité, de concentration et concentration par rapport à son début de carrière où il faisait pas mal d'erreurs. Jeu au pied encore perfectible. Perfectible les amis, et c'est ce qu'on attend d'un gardien sous De Zerbi. Il faut qu'il soit pratiquement parfait en jeu de pied. Et il faudrait gérer le fait d'arriver dans un club avec une grosse pression s'il était titulaire, chose qu'il n'a pas trop connue, hormis au début avec Schalke peut-être. Voilà un petit peu, il n'a pas connu de grands clubs de pression en tant que titulaire. Il va arriver à Marseille, il a un jeu perfectible au pied, il a des problèmes de concentration en début de carrière, peut-être que ce n'est pas encore gommé totalement. Est-ce que c'est vraiment un bon profil pour vous les amis? Je vous demande. De ce qu'on voit dans le descriptif, c'est assez rapide, assez concis. J'avais un autre descriptif qui était un peu trop enjoliveur pour ma part. C'était trop, ouais, c'est le meilleur, ici et là. Moi, je suis vraiment dans le côté, il y a de la qualité quand je regarde son descriptif, mais il y a aussi les défauts. Les défauts, c'est concentration, c'est jeu au pied, et le fait que sous pression, dans un club comme l'OM, c'est différent. Peut-être qu'il va flancher, peut-être qu'il va se chier dessus à 28 ans. Et j'ai pas envie d'avoir un gardien qu'on va payer 10 à 15 millions d'euros, parce que c'est à peu près le tarif qu'on va devoir le payer, de ce qu'on a entendu. Donc, pour ma part, je sais pas, je comprends pas. Moi, je comprends pas cette idée-là. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire, pour ceux qui connaissent vraiment ce joueur, je ne connais pas pour le bout des ongles, jusqu'au bout des ongles. Donc, n'hésitez pas à me dire votre avis, me donner votre avis dans les commentaires. Très important, le gardien, c'est le premier, la rampe de lancement de notre équipe. Il faut que ça soit un mec qui soit sérieux. On part de Paul Lopez. Si on l'enlève, on prend un gardien sérieux. On va pas prendre le premier venu, un remplaçant à Feyenoord. Certes, il a fait de bons matchs. Certes, il avait peut-être un bel avenir dans sa carrière. Mais moi, j'ai pas envie d'un gardien qui, pourquoi pas, sur ces quelques matchs, il va faire quelques parades. Non, non. Moi, je veux un gardien sérieux. Allez, je continue. Et je continue sur un autre dossier, les amis. N'hésitez pas à réagir. Voilà, c'est pas que je m'énerve, mais ce dossier-là me semble bizarre. J'ai l'impression, alors, je vais vous donner mon avis sur ça, que Fabrizio Romano nous a relayé ça pour un peu nous éteindre un petit peu et nous balancer sur un dossier. Finalement, c'est un autre qui va se faire. Je sais pas, hein. Peut-être qu'on lui a dit, peut-être qu'on lui a donné cette info-là du côté du club marseillais, parce que Romano, il parle avec les clubs, hein. Il a des sources de partout dans tous les clubs. Je pense que peut-être que l'OM lui a fait fuiter ça, lui a dit, écoute, parle de ce gardien-là, et pendant ce temps, nous, on travaille sur un autre qu'on ne va pas te donner le nom. Bon, il le sait peut-être, Fabrizio Romano, mais il ne va pas le relayer pour l'instant. Et d'ici quelques heures, quelques jours, peut-être qu'on va entendre un autre nom et qui va nous plaire un peu plus. J'espère, en tout cas, c'est ce que je souhaite. C'est ce que j'imagine dans ma tête. Voilà, donc en soum-soum, un autre dossier qui est en train de se faire. Alors, on ne va pas parler de Brice Samba, parce que ça a l'air d'être compliqué, pionnièrement, mais peut-être un gardien plus jeune, voilà, modelable, comme on avait dit. Peut-être, comme certains veulent, un Guillaume Rest, ou un autre, peut-être qu'on ne connaît pas. Le gardien de Brighton, peut-être que c'est pas si rédhibitoire, comme on a entendu de côté de la Provence, qui disait que non, c'était pas dans les idées, pas dans les pistes non plus. Donc peut-être Verbruggen, le gardien hollandais. On ne sait jamais, on verra bien. Allez, on enchaîne avec un autre visé, c'est un autre joueur, un autre profil. Un défenseur central qui est né aux Pays-Bas, on parle des Pays-Bas juste avant, mais qui est espagnol. Il joue avec la sélection espagnole des jeunes. Il a 19 ans, il est très jeune, il appartient à la Juve, il a été prêté à la Roma l'année dernière, et il s'appelle, à la demande de De Zerbi, il ne s'appelle pas à la demande de De Zerbi. L'OM s'intéresse à Dean j'ai du mal, hein. Huijsen, je vais l'appeler Huijsen, voilà, qui est espagnol, j'ai mis un petit drapeau espagnol. La Juventus en voudrait au moins 20 millions d'euros pour son défenseur, très courtisé par Stuttgart, par des clubs de Première Ligue et par les PSG, ouais, PSG, ça va bien, selon Tuttosport, à vendre avec d'énormes pincettes. Mais c'est pas fini. Selon Di Marzio, la Juve aurait fixé le prix de 18 millions d'euros pour ce joueur-là, pas de 20 millions d'euros, plus des bonus, donc peut-être qu'on atteint les 20 millions finalement, et 20% sur la revente. Voilà, donc pour tous les clubs qui sont intéressés, il faudra investir 18 plus des bonus, plus 20 millions à la revente, selon la Juve, les demandes de la Juve. On va voir sa fiche Transfermarkt, les amis. Ce joueur, je ne le connaissais pas, franchement, je vous l'avoue encore. Il y a beaucoup de joueurs que je ne connais pas dans l'Europe, hein, je ne suis pas non plus un devin. Et de ce qu'on entend, ça a l'air d'être un excellent défenseur. Et de ce que j'ai regardé à sa fiche, c'est un excellent buteur même. Pour un défenseur, il marque pas mal de buts. On va voir ça. Alors peut-être que c'est en lien à sa taille, parce qu'il est très très grand, les amis. Allez, donnez-moi la taille exacte du joueur. Avant que je montre la fiche, donnez-moi la taille exacte du joueur avant que je montre la fiche. Je vous laisse 2 secondes. Allez, 1... 2, mets-moi ton message, mets-moi une taille, je veux une taille. Voilà, allez, je vous montre la taille les amis, on y va. La taille c'est 1m97, très très grand. Ça me fait penser un petit peu à Van Buiten qu'on avait recruté à l'époque. On l'avait recruté très jeune et on l'avait vendu très très cher au Bayern.
ça peut correspondre un petit peu à un Van Buiten parce que c'est un buteur. Ça me fait penser, tu vois, à ce domaine-là, vous voyez, pardon. Donc, Dean Huijsen, peut-être c'est un futur Van Buiten. 19 ans, 1m97, défenseur central, Espagne U21 de sélection. 10 millions de valeur Transfermarkt, contrat jusqu'en 2028 à la Juve, et on descend un petit peu pour voir son profil un peu plus précisément. Il peut jouer axe gauche, c'est ce qu'on essaye de recruter du côté de l'OM, et axe droit de la défense centrale. Il est ambidextre, il joue des deux pieds, les amis, et pas des deux mains. Peut-être qu'il peut jouer de demain s'il veut. Son agent du joueur, c'est sa famille. Peut-être que ça peut être un domaine qui est important pour la négociation. On descend un petit peu pour voir sa carrière. Alors, je ne vais pas vous montrer la saison dernière parce que finalement, il n'a qu'une saison. Il est très jeune, vraiment en sérieux, où il a joué 14 matchs de Serie A pour 2 buts et une passe décisive. Vous voyez déjà, pour un défenseur, 2 buts en 14 matchs, en 500 minutes, c'est pratiquement les ratios d'un Vitinha. Sinon, dans sa carrière, regardez bien le chiffre en bas, 20 buts. Alors, vous allez me dire, c'est avec les jeunes, Seb, ne décode pas. Oui, mais quand même, 20 buts pour un défenseur. Il joue en défense, le gars. C'est pas un milieu, ni un attaquant, ni un latéral. Défenseur central. Donc, on peut se dire qu'il doit être très bon dans le jeu aérien. Je pense que dans le jeu aérien, il doit en envoyer. 86 matchs dans toute sa carrière en comptant les matchs de jeunes. Avec les Youth League, il a joué un petit peu. Oui, Youth League et tout le bordel. Et il a marqué 20 buts quand même. 20 buts. 3 buts en Youth League. C'est quand même important, les amis. Donc, un buteur. On aura peut-être ce buteur à la place d'un vrai buteur devant. Pourquoi pas? Comme à l'époque de Laurent Blanc, comme à l'époque Van Buiten, j'en ai parlé. Il avait marqué pas mal de buts aussi. Allez, on enchaîne. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous le connaissez. Donnez-moi votre avis sur ce joueur. Donc, je vous remontre le nom, Huijsen. N'hésitez pas à me dire si c'est vraiment un bon coup à faire. Et surtout, est-ce que vous êtes prêts, vous, de votre côté? Bon, après, c'est pas notre argent. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne somme à mettre? 18 millions d'euros plus des bonus? Ou alors, est-ce que c'est trop cher? Un joueur jeune, voilà, qui lui reste 4 ans de contrat, 10 millions de valeur Transfermarkt, c'est normal que ça soit cher. Il faut penser à ça aussi. C'est normal que c'est au-dessus de la valeur qu'il a à Transfermarkt. On ne peut pas se dire non, c'est 10 millions. Ouais, c'est 10 millions, c'est 10 millions. Non, non, c'est pas 10 millions. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il est très jeune et beaucoup de clubs le veulent. C'est normal qu'il demande beaucoup d'argent du côté de la Juve. Donc, à voir si l'OM est vraiment intéressé, si c'est vraiment du concret. Et maintenant, on passe sur un autre dossier, les amis, sur Alexis Sanchez. Est une piste poussée en interne, donc au club, par Mehdi Ménassia. Mehdi Ménassia le veut et le demande activement. Le Chilien reste toujours dans les petits papiers de l'OM en cas que Eddie Nketiah, ça ne se fasse pas. Je pense que c'est la piste B, à moins que ça soit aussi une piste à prime. Pourquoi pas pour être avec Nketiah, Sanchez, et pourquoi pas Wang, Carboni derrière, pourquoi pas Eki Fernandez, voilà Eki Fernandez qui a joué d'ailleurs contre le Maroc hier, de Bilal El Khanous, qu'on a parlé dans la dernière vidéo. Bilal El Khanous qui a fait un bon match avec le Maroc, ils ont gagné 2-1, félicitations aux Marocains, contre l'Argentine. Ça a été un petit peu l'imbroglio dans ce match-là, voilà, donc le match qui était terminé pratiquement à 2-2 de ce que j'avais vu, et finalement on m'a dit dans le chat, non, non Seb, c'est pas 2-2, c'est 2-1, et finalement c'était 2-1, voilà, le score a été changé. Voilà, donc Sanchez, poussé en interne par le clan Benassia. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Benassia va réussir à pousser tellement qu'il va faire popo dans son caleçon? Non, qu'il va réussir à recruter Sanchez, qui le veut activement, ardemment, du côté de l'OM. Alors moi, je vais vous dire, je reviens sur Sanchez, vous avez déjà donné mon avis, mais sur Sanchez, je serais d'accord pour qu'il revienne. À un salaire qu'on a entendu hier, c'est environ 3,5 millions par an. Ça fait environ 300 000 par mois. D'accord, pas de problème. On économise un petit peu sur la masse salariale, pas de problème. Par contre, j'ai la crainte de sa condition physique. Voilà, sa condition physique de l'année dernière, c'était pas la même qu'avec l'OM, où il a eu aucun pépin avec l'OM. On s'en souvient, il était à bloc tout le temps. Avec l'Inter, il a eu des pépins physiques, un petit peu. C'est pas énorme encore, mais j'ai peur que, encore une année de plus, ces pépins physiques de l'année dernière de l'Inter, ça soit encore plus grave. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu d'avoir, je ne sais plus, 10 matchs, on va dire 10 matchs de loupé ou 15 matchs, il va en louper 25. Sur une trentaine, quarantaine, ça fait beaucoup. Donc pour moi, j'ai cette petite crainte-là. Après, s'il vient, je serai heureux. Voilà, parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que vous avez apprécié Sanchez? Je pense que oui, je lui mettrai un petit cœur, moi, comme ça. Sanchez. Merci, mon petit Sanchez. Et si tu viens à l'OM, on serait très heureux de te revoir. Un autre joueur qui est sud-américain. Voilà, donc je vous remontre une information qui est tombée hier. Alors, c'est pour relayer vite fait. Ekrem Konur, c'est un journaliste turc. Parfois, il relaye des trucs intéressants. Alors là, il nous dit que Marseille est en pourparlers pour recruter le jeune Argentin de 19 ans, on le savait, de l'Inter. Valentine Carboni, en prêt avec option d'achat permanente. Donc, option d'achat pour permanente, ça veut dire obligatoire pour le futur. Le joueur argentin souhaiterait être transféré à Marseille. Voilà, il n'y a rien de rajouté, mais c'est juste pour faire un point sur Carboni avec une autre source différente que celle de d'habitude. Donc, Ekrem Konur nous dit que c'est sur un prêt d'option d'achat obligatoire qu'on va se diriger pour le recrutement de l'Argentin.
Alors, pour l'instant, on ne parle pas de somme parce qu'on parlait d'hier de 30-35 millions. On va voir à l'avenir si aujourd'hui ça remonte un petit peu les infos. Un autre joueur qu'on n'avait pas entendu depuis un moment, c'est qui? C'est un milieu de terrain de Yüksek, le Turc de Fenerbahçe. Et Fenerbahçe, malheureusement, ils ont refusé une offre de l'OM de 13 millions d'euros, si on comprend bien là. Donc pour Ismail Yüksek, le milieu de terrain turc, milieu défensif de 25 ans, est sous contrat jusqu'en juin 2027. Et sa valeur transfermarkt est de 12 millions d'euros. Donc 13 millions, c'est à peu près la valeur qu'il faut investir pour recruter ce joueur. Il est international turc, il a joué l'Euro. Et là, c'est Yagu Sabunkoglu qui nous relaye ça, un journaliste turc. Les amis, voilà, je ne sais pas ce qu'on doit en penser. Est-ce que c'est vraiment concret ou pas? N'oublions pas qu'on vient de recruter déjà un milieu défensif de forte valeur avec Hochberg. Est-ce que c'est vraiment une piste sérieuse, celle qui nous relaye le turc là? Je ne sais pas. En tout cas, on cherche d'autres milieux. Peut-être que c'est lui qu'on va recruter ou peut-être que c'est un autre joueur qu'on va parler juste après, les amis. N'hésitez pas à me donner le nom. Ça finit par un I. Ça finit pas par un O ni un A. C'est Locatelli. Locatelli, c'est terminé. Finalement, on va mettre un petit couvercle par-dessus le dossier de Locatelli. Résultat de la réunion entre Motta, Thiago Motta, le coach de la Juve, Locatelli et Giuntoli, le directeur sportif du club de la Juve. Le milieu de terrain de la Juve, suivi par l'OM, toujours normalement, a été rassuré pour son futur du côté de la Juve sur son statut au sein de la rotation de l'équipe et du temps de jeu à la Juve, pas à l'OM. Certains n'avaient pas compris. Manuel Locatelli souhaitait avoir des garanties sur son temps de jeu. Voilà, c'est Foot Mercato qui nous relaye ça. Donc on peut penser qu'il aura du temps de jeu du côté de la Juve et donc ça ne serait pas normalement un recrutement pour l'OM. Alors moi, j'avais abandonné déjà avant qu'il relaye ça du côté de Foot Mercato. Mais je vous fais un petit point pour ceux qui me demanderaient dans le futur. Je pense à 99,9%, j'espère me tromper parce que c'est un super joueur et pourquoi pas il viendrait en supplément d'un Hochberg, mais je pense que le recrutement d'Hochberg, ça a terminé un petit peu le dossier Locatelli, pour ma part. C'est mon avis. Si vous avez le même avis, n'hésitez pas à le dire. Voilà les amis, je pense qu'on a terminado cacao. On va voir un dernier point précis sur le dossier du Mercato et sur les recrues qui ont un bon salaire. Pierre-Emile Hochberg à 118 000 € par semaine. Ce qui correspond, on a calculé hier, alors si je me trompe de chiffre, je ne me rappelle plus mes deux têtes, je n'ai pas envie de calculer devant vous, c'est environ 528 000 je crois par mois. Si on prend en compte sur 31 jours, pas 28 jours. Là c'est sur 28 jours, si vous multipliez par 4, c'est sur 28 jours. Il faut rajouter 3 jours. Donc vous prenez 118 000 divisé par 7 et après vous rajoutez x 3. Ce qui correspond à le rajout fois machin et tout bordel. Vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué, mais ça fait 528 000 par mois pour Hochberg. Du côté de Greenwood, il est là. Alors, de tête, ça fait environ 420 000, un truc comme ça. Environ 100 000 de moins qu'un Pierre-Emile Hochberg, les amis. Voilà les recrutements. Est-ce que Brassier est dedans? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il est inscrit dessus. Pas de Brassier. Koné, je regarde. Je ne vois pas de drapeau canadien. Par contre, il y a d'anciennes recrues qui sont encore là. Comme le petit, je l'ai vu là, Iliman Ndiaye qui est encore là. Donc, on va attendre avant que ça soit au complet. Mais voilà les amis où nous en sommes pour la venue d'Hochberg. Donc, il aura le plus gros salaire pour l'instant du club, avec un Greenwood qui est le 1, 2, 3, 4, 5 actuellement. Mais vu qu'on veut faire partir Veretout, Kondogbia et Sarr, il sera le deuxième. Après, il y a d'autres recrues qui vont venir. Wang va venir, Nketiah va venir. Nketiah, je vous rappelle, il a un énorme salaire. Il va peut-être être premier, je pense, ou deuxième. Ça va se batailler avec Hochberg. Voilà les amis. Je pense qu'on a terminé sur cette vidéo, 33 minutes, c'est parfait. Je vais faire un petit rafraîchissement sur toutes les informations. Il est 4 h du matin, oh punaise, il est tard, mais c'est pas grave, je vais me coucher juste après. Et j'ai une autre vidéo à faire juste après pour les abonnés payants. Pour ceux qui sont membres de la chaîne, qui me soutiennent financièrement, je vais faire des vidéos, ils seront privés. Pour ceux qui soutiennent la chaîne, voilà des vidéos sur d'autres dossiers les amis, peut-être pas du mercato, peut-être du mercato, mais tout le mercato, le vrai mercato, j'en parle quand même pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Un rafraîchissement les amis, Fenerbahçe a refusé une offre, on l'a déjà vu, c'est tout des likes, des retweets, on monte un petit peu pour voir s'il y a une dernière information, pourquoi pas pour l'Amérique du Sud, donc non, du hockey, lui je ne connais pas, du rugby à 7, on continue, on descend un petit peu, un but, tchac, la MLS, non, on descend un petit peu. Ça, c'est Enzo. Non, c'est Enzo Fernandez, ça, je crois.
C'est un petit peu carton rouge pour Delgado. Je descends, 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 je descends. Je pense que c'est bon. En-Nesyri qui arrive du côté de la Turquie. Les amis, il est recruté, le joueur de Séville, le Marocain, du côté du Fenerbahçe, si je ne me trompe pas. Ils vont vers une belle équipe. Hein. L'équipe de Mourinho, attention, ça va être du sérieux. Les amis, on se retrouve donc sur le grand écran. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous allez me soutenir le plus longtemps possible, que ce soit pour le mercato ou autre chose. Les amis, abonnez-vous, likez, partagez, c'est très important. Les commentaires, ça c'est très important pour le référencement. Et pour ceux qui sont abonnés, donc comme je l'ai dit financièrement, qui payent, qui me soutiennent. Hein, voilà, moi je demande rien. Je l'ai juste mis en route parce que je voyais que j'avais des dons sur mes lives. Donc je leur ai dit, au lieu d'avoir que à me donner des dons, les amis, vous pouvez payer... Voilà, un petit abonnement par mois, mais vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Donc, c'est comme un don, une fois. Et derrière, vous avez des avantages. Par exemple, là, je vais vous faire des vidéos. Je vais offrir un maillot dans un prochain tirage au sort. Et pourquoi pas d'autres avantages à venir. Voilà, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment, je vous répète. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Un prochain live. Je rafraîchis de mon côté. Il y a un petit truc qui est tombé. Vite fait, bien fait. Et je vais vous dire toujours, comme d'habitude, la même phrase habituelle. Vive le foot chez Seba Foot. Et surtout quoi, JPP? Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao, les amis. Au prochain live, à la prochaine vidéo.